On va approcher cette fois-ci le sujet du microbiote et de l'axe intestin-cerveau notamment. Donc là encore deux cliniciens et un chercheur en recherche fondamentale. Donc le docteur Claire Cardaillac qui exerce à Nantes, qui est chirurgienne gynécologue. Le docteur Fabien Wustenberg, lui qui est gastro-entérologue. Donc vous voyez aussi qu'on va aborder ce sujet des problématiques digestives en lien avec l'endométriose. Et Patrick Vega qui est directeur de recherche à l'INRAE et qui est en charge du French Gut. Donc je vais leur laisser la parole. Donc ça c'est un trio, c'est pas facile hein, dans le temps qui est imparti, de plus en plus dur. Donc je vous laisse la parole, le sujet est passionnant. Merci beaucoup pour cette invitation et l'occasion de présenter le microbiote et le French Gut que j'aborderai plus tard. Alors j'ai la lourde responsabilité d'introduire le sujet microbiote en quelques minutes. Alors si vous voulez bien, on va commencer rapidement, si j'arrive à passer les slides. Voilà, avec une question que j'aimerais adresser à l'auditoire. Selon vous, combien de bactéries vivent sur vous ou en vous ? Il y a 4 réponses possibles, 38 millions, 38 milliards, 38 000 milliards ou 3,8 millions. Alors je vais faire un sondage rapidement en main levée. Hein. Les personnes qui pensent que c'est la réponse A, levez la main. Réponse, vous avez raison, c'est pas la bonne réponse. La réponse B, très bien. La réponse C, très bien. La réponse D, parfait. Je pense à vue d'œil, vous aviez choisi la réponse C en majorité. Donc c'est effectivement 38 000 milliards de bactéries vivent sur nous et en nous. Et en fait, c'est le nombre de cellules que nous avons aussi dans notre corps. Donc autrement dit, nous sommes à la fois microbiens et humains. Et en fait, il y a un léger avantage aux microbes, puisque si on regarde le nombre de gènes portés par nos microbes, on a 600 000 gènes, qui représentent finalement 25 fois plus de gènes que notre propre génome. Donc il y a un léger avantage aux microbes, donc nous sommes un peu plus microbiens que humains. Alors ces microbes, on les trouve partout, sur notre peau, dans notre bouche, dans nos poumons, et bien évidemment dans les cavités utérines, dans le vagin et dans l'intestin. C'est l'intestin, c'est là où on va retrouver la plus grande concentration de microbes de notre corps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais finalement pourquoi on cohabite avec ces bactéries ? Pourquoi finalement, d'un point de vue évolutif, on n'a pas choisi un chemin qu'on serait tous stériles finalement ? Donc la question que je vous pose, c'est à votre avis, est-ce que ces bactéries finalement sont là pour nous rendre malades ? Est-ce que ces bactéries, réponse B, sont là, elles vivent avec nous mais elles n'ont pas d'utilité particulière ? Réponse C, est-ce qu'elles vivent avec nous dans une relation de coopération ? Ou réponse D, elles nous parasitent ? Donc ceux qui pensent que c'est la réponse A, levez la main. Réponse B, levez la main. Réponse C, levez la main, merci. Et la réponse D, merci. Donc effectivement, c'est la réponse C, on vit en relation de symbiose. Alors qu'est-ce que c'est que la symbiose et qu'est-ce que c'est qu'une relation de symbiose ? J'ai pris cet exemple du poisson-cloud et de l'anémone pour l'illustrer. Le poisson-cloud se réfugie, il va vivre dans les tentacules de l'anémone. C'est un lieu pour lui de protection, puisque l'anémone va produire un venin qui va être toxique pour les prédateurs du poisson-clown. Le poisson-clown va être immunisé contre ce venin grâce au mucus qu'il produit à sa surface. Donc il va être tolérant finalement à ce venin. Et en échange du service rendu par l'anémone, le poisson-clown va manger les parasites et manger les restes des repas de l'anémone. Donc il y a un service rendu pour un service offert, donc c'est vraiment une situation de donnant-donnant, on va dire. Et vous voyez qu'il y a un mécanisme de tolérance. La relation qu'on a avec nos microbiotes est la même. On a une relation de symbiose, de partenariat, et on a développé des mécanismes de tolérance à nos microbes. Sans ces mécanismes-là, on serait en constante inflammation. Or, on tolère nos microbes. Et ces tolérances, cette cohabitation avec nos microbes, cette symbiose, elle a eu lieu tout au long de l'évolution pendant plus de 3 millions d'années. Le truc, c'est qu'il y a quelques centaines d'années ou quelques dizaines d'années, on a changé les règles du jeu. Aujourd'hui, on est en train de changer durablement notre relation qu'on a avec nos microbes en introduisant des facteurs qui vont perturber la symbiose. Et qui sont dus à notre industrialisation, à nos modes de vie modernes. La pollution de l'air, la mauvaise alimentation, les additifs alimentaires, les antibiotiques utilisés en excès, des pratiques médicales comme la césarienne,
ou notre mode de vie, le mode de vie stressé, sédentaire, sont des facteurs qui vont remettre en cause l'équilibre qu'on a de vie entre nous et nos microbes, et qui va amener à des dysbioses. Alors, ces facteurs vont perturber le microbiote. La question, c'est est-ce que finalement, ces perturbations du microbiote vont être à l'origine de l'augmentation incontrôlée de certaines maladies chroniques, que l'on appelle aussi de maladies de civilisation. On constate tous, et on a peut-être tous dans notre entourage, des personnes qui ont des maladies qui autrefois n'existaient pas, les rectocolites hémorragiques, les maladies de Crohn. Ce sont des maladies qui, il y a plus d'un siècle, étaient très très rares, et aujourd'hui on en a de plus en plus, les maladies de cœliaque et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions sur lesquelles la communauté scientifique qui travaille sur le microbiote vont s'en emparer. Le microbiote français, le French Gut, va essayer d'apporter sa pierre à ces questions-là. Et bien évidemment, les sujets, je vous indiquerai comment participer au French Gut, puisque c'est un sujet de sciences participatives, va pouvoir faire avancer cette recherche. Dans le French Gut, on s'intéresse, et l'endométriose n'est pas encore sur cette liste-là, c'est un sujet qui va émerger, qu'on veut lancer dans le French Gut. D'ailleurs, l'étudiante qui va commencer à travailler sur ce sujet est ici, donc Lindsay Goulet, je la remercie, et vous pourrez la voir au stand French Gut derrière. Donc on s'intéresse également aux personnes qui tomberont malades ou qui sont malades, mais on s'intéresse aussi aux personnes qui sont en bonne santé et pour qui la qualité de vie est altérée. Puisque être en bonne santé, ce n'est pas juste ne pas être malade, c'est aussi avoir un bien-être physique et mental. Et parmi les altérations de la qualité de vie des personnes non malades, les symptômes digestifs sont assez importants, et c'est là où je passe la parole à mon collègue Fabien. Merci Patrick. C'est logique au niveau du microbiote intestinal de penser qu'il peut y avoir un lien avec la santé digestive. Alors la réponse vous est donnée directement, mais je voulais vous demander lequel des troubles digestifs bénins était le plus fréquent dans la population. Bon, c'est la constipation fonctionnelle. Donc dans ces troubles intestinaux, on parle de troubles bénins, on appelait ça anciennement des troubles fonctionnels digestifs, maintenant on parle de DICI, des désordres de l'interaction intestin-cerveau, on y reviendra juste après. Alors les frontières sont un petit peu floues entre différentes pathologies. Ici je vous ai mis le schéma pour justement montrer que finalement c'est un peu un continuum, ces différents troubles, avec des patients qui vont avoir plus des troubles du transit, constipation, diarrhée ou alternance des deux, et des patients qui vont déjà un petit peu plus comme dans l'endométriose avoir un problème douloureux chronique associé ou non à ces troubles du transit. Quand c'est le cas, on parlera de syndrome de l'intestin irritable. Et puis il y a des patients qui ont des ballonnements prédominants qui sont un petit peu différents. Les troubles du transit, nous, on les définit dans les troubles fonctionnels, surtout sur base de la consistance des selles. Bon, il y a différentes définitions, on pourrait prendre la fréquence ou des choses comme ça, mais nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est surtout la consistance. Donc, on utilise l'échelle de Briston en pratique. Et les gens qui ont des selles de type 1-2, donc des petites billes toutes dures ou des selles dures craquelées, ont des selles de type constipation. Et ceux qui ont des selles plutôt molles déchiquetées ou liquides ont des selles de type diarrhée. Ces troubles digestifs, en fait, ils sont très fréquents en population. Déjà, quand il y a des critères pour une maladie, donc on parle de ces fameux DICI, c'est à peu près 40% de la population qui a ces troubles intestinaux, un peu plus quand on prend aussi les troubles digestifs hauts. Il peut y avoir des chevauchements d'ailleurs entre les deux. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis le petit camembert ici, c'est qu'il y a des études qui montrent de plus en plus qu'il y a une partie de la population finalement qui a aussi ces troubles-là sans avoir forcément des critères de maladie, donc ils ne sont pas malades, ils n'ont pas un intestin irritable ou une constipation chronique, mais quand même, quand on leur pose des questions, ils disent que de temps à autre, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ils peuvent quand même avoir des petits troubles digestifs. Et puis, il y a ceux qui ne se plaignent de rien. En bas, vous aviez le petit schéma pour vous prouver la bonne réponse sur la constipation fonctionnelle, donc c'est environ 12% de la population française. Ces symptômes dans les troubles fonctionnels comme ça, ils sont souvent déclenchés par soit l'alimentation, 2/3 des cas, notamment dans l'intestin irritable, ou des facteurs liés au stress. Et souvent, il y a aussi des détresses psychologiques chez ces patients. Il y a des études qui ont montré que ce n'était pas forcément ça qui était préexistant au développement des troubles, mais que ça pouvait être aussi bidirectionnel et qu'une partie de ces patients, à force d'avoir des troubles chroniques, aussi développaient soit de l'anxiété, soit de la dépression. Et nous, quand on a une patiente finalement qui a de l'endométriose qui nous consulte avec ces symptômes digestifs, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai pas mis toutes les possibilités, mais
les choses les plus importantes qui nous viennent en tête. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une atteinte digestive de l'endométriose? Heureusement, c'est finalement ce qu'on retrouve le moins souvent, mais c'est l'illustration en haut à gauche. Donc, c'est un petit nodule d'endométriose dans le haut du rectum. Souvent, c'est une atteinte recto-sigmoïdienne. On peut penser, Patrick l'a dit, tout ce qui est rectocolite ou maladie de Crohn. C'est un exemple sur la droite en endoscopie où on voit un rétrécissement du côlon lié à une maladie de Crohn qui touche le côlon. Et heureusement, la plupart du temps, en fait, c'est plus des troubles fonctionnels qui sont associés à l'endométriose. Et donc, on a des examens qui restent normaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs obligés à être réalisés selon l'appréciation du médecin. Et c'est l'image en bas à gauche d'un intestin normal. Je passe la parole. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est justement, on a vu qu'à peu près 40% des gens en population normale avaient des troubles gastro-intestinaux. Dans l'endométriose, c'est quel pourcentage? Est-ce que c'est 30, 45, 60 ou 75%? Qui dirait 30%? 45%? 60%? 75%? Et en fait, on est plutôt aux alentours de 75%. On en parle assez peu, on va beaucoup plus parler de la douleur, etc. Mais les troubles gastro-intestinaux sont très fréquents. Il y a une très belle étude qui avait été publiée sur une cohorte de 1500 femmes. Vous avez regardé un peu tout type d'endométriose, les symptômes digestifs qui étaient associés. Et finalement, on voit que la constipation, c'est quasiment une femme sur deux. La diarrhée, c'est quasiment une femme sur deux. Ballonnements abdominaux est très fréquent également. On est quasiment à 60% au maximum. Douleur à la défécation, 43-71%. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé avant et après chirurgie. Et finalement, on arrive à diminuer un petit peu les symptômes gastro-intestinaux, mais pas complètement. Donc, il y a probablement d'autres acteurs qui sont impliqués dans les troubles gastro-intestinaux, dans l'endométriose. Alors, quel impact peut avoir le microbiote intestinal dans l'endométriose? Est-ce qu'il peut aggraver ou réduire la douleur? Est-ce qu'il peut influencer la croissance des lésions d'endométriose? Est-ce qu'il peut aggraver ou réduire les symptômes gastro-intestinaux? Et est-ce qu'il est perturbé chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose? Qui dirait qu'il peut aggraver ou réduire la douleur? Ok. Qu'il peut influencer la croissance des lésions d'endométriose? Ok. Qui peut aggraver ou réduire les symptômes gastro-intestinaux? D'accord. Et qu'il est perturbé chez les femmes atteintes d'endométriose? Ok. Donc là, c'était un petit piège, il n'y avait pas une seule bonne réponse. Alors, le microbiote intestinal, comment est-ce qu'il communique avec son hôte? Soit de manière directe, soit via la production de métabolites, qui sont des petites molécules qui sont produites par les bactéries et qui vont interagir avec l'hôte, qui peuvent passer la barrière chimique du mucus, passer la barrière physique de l'épithélium intestinal et aller directement interagir avec les cellules de l'hôte, que ce soit les fibres nerveuses ou les cellules immunitaires, par exemple. Pour les symptômes douloureux, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, en fait, les bactéries vont produire certains métabolites, et ces métabolites-là peuvent interagir avec l'hôte, on l'a vu. Il y a certains métabolites qui vont être inhibiteurs, comme le GABA, par exemple, ou le butyrate, et qui vont pouvoir baisser l'excitabilité des récepteurs à la douleur, et donc abaisser le seuil de douleur. À l'inverse, d'autres métabolites, plus pro-inflammatoires, par exemple, vont aller activer les cellules immunitaires pour qu'elles deviennent qu'elles produisent des cytokines pro-inflammatoires de manière plus importante, ce qui peut aussi augmenter les douleurs. Et elles peuvent aussi activer directement les récepteurs de la douleur et donc augmenter les douleurs ressenties. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le microbiote intestinal, c'est qu'il a un rôle à différents niveaux. Il va avoir un rôle au niveau de l'inflammation. On l'a vu, il peut stimuler les cellules immunitaires qui vont produire plus de cytokines pro-inflammatoires, par exemple. Il a un rôle aussi au niveau des cellules immunitaires pour les moduler, les entraîner. Il a un rôle aussi au niveau du taux d'œstrogène circulant. C'est ce qu'on appelle un ensemble de bactéries qu'on appelle l'œstrobolome. En fait, les œstrogènes circulants, ils vont être conjugués au niveau du foie, devenir inactifs, après être sécrétés dans la bile, arriver dans le système digestif et là être au contact des bactéries. Et il y a certaines bactéries qui peuvent déconjuguer ces œstrogènes et donc les œstrogènes redeviennent actifs
Et ils peuvent donc, et ça va augmenter donc le taux d'œstrogène circulant, donc, et ils peuvent tout à fait entraîner une hyperœstrogénie, dont vous savez probablement qu'elle a un rôle dans l'endométriose. Et il y a aussi un lien entre microbiote intestinal, intestin et cerveau, et on sait que le microbiote peut influencer certains symptômes psychiques et la santé mentale qui peut aussi être modulée dans l'endométriose. Donc finalement, il est au cœur un peu de plusieurs mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'endométriose. La question, c'est donc, est-ce qu'il est perturbé chez les femmes qui ont l'endométriose? Eh bien, on a de plus en plus d'études qui se sont intéressées à cette question-là et qui ont retrouvé que oui, il y a une composition et une richesse bactérienne qui semble être différente chez les femmes qui ont l'endométriose par rapport à des témoins sains. La question suivante, c'est qui est la poule, qui est l'œuf? Est-ce que le fait d'avoir de l'endométriose va perturber le microbiote intestinal, ou est-ce que c'est le fait d'avoir un microbiote intestinal perturbé qui va faire que les cellules endométriose peuvent proliférer plus, par exemple? Eh bien pareil, il y a des études qui sont intéressées, et finalement on a l'impression que ça va un peu dans les deux sens. Ça veut dire que dans la recherche, au niveau de modèles murins, par exemple chez des souris, si on donne de l'endométriose à des souris saines et qu'on regarde la composition du microbiote intestinal et sa richesse à différents temps, et on va voir qu'il va se perturber de plus en plus. Donc, si on donne de l'endométriose, on perturbe le microbiote intestinal. À l'inverse, il y a d'autres équipes, ils ont pris des souris qui avaient de l'endométriose et ils ont modulé le microbiote intestinal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, que par exemple, ça pouvait être avec une alimentation hyper inflammatoire, enfin hyper calorique. Et là, ils ont vu qu'ils avaient des lésions d'endométriose qui étaient de plus grosse taille et plus inflammatoires. À l'inverse, quand on déplétait un peu le microbiote, ils se sont rendus compte que les lésions réduisaient en taille. Et quand ils faisaient un transfert de microbiote de souris qui avaient une endométriose active chez ces souris guéries, eh bien, ça réactivait les lésions d'endométriose. Donc, quand on essaye de moduler le microbiote chez des souris qui ont l'endométriose, on voit que ça peut moduler la croissance ou la diminution de taille de ces lésions. Question suivante. Lesquels de ces microbiotes sont caractéristiques d'une bonne santé? Un microbiote intestinal riche et varié, un microbiote vaginal riche et varié, un microbiote vaginal peu riche et varié, un microbiote intestinal peu riche et varié. Qui dirait que la réponse A est vraie, microbiote intestinal riche et varié, marqueur de bonne santé? Ok. Un microbiote vaginal riche et varié, marqueur de bonne santé? Ok. Microbiote vaginal peu riche, peu varié? Ok. Un microbiote intestinal peu riche et peu varié? Eh bien, les bonnes réponses sont celles-là. Donc, il n'y a pas finalement une seule vraie réponse. Le microbiote vaginal, finalement, c'est un peu un miroir du microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'on a une composition bactérienne au niveau du vagin qui va interagir également avec l'hôte. Chez les patientes saines, eh bien, ce microbiote vaginal, il est plutôt composé de lactobacilles. Pourquoi? Parce que les lactobacilles sont des bactéries qui vont plutôt baisser l'inflammation, qui vont produire de l'acide lactique, baisser le pH, et également des métabolites qui sont antibactériens, antiviraux, immunomodulatrices. Et ça va permettre d'avoir un équilibre au niveau du microbiote vaginal. Et donc, dans l'endométriose, parmi ces microbiotes, lesquels peuvent être perturbés, semblent être perturbés? Qui pense que le microbiote vaginal serait perturbé dans l'endométriose? Ok. Le microbiote endométrial? Ok. Le microbiote urinaire? Le microbiote cervical, donc du col de l'utérus? Ok. Pour le microbiote urinaire, en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas encore vraiment d'études spécifiques, donc je n'ai pas mis, alors qu'on en a beaucoup plus sur les autres microbiotes. Finalement, dans les études qui ont regardé un peu aux différents niveaux du tractus génital féminin et qui ont regardé la composition du microbiote, eh bien, ils se sont rendus compte qu'au niveau du microbiote vaginal, il y avait plus cette prédominance de lactobacilles, qui était plutôt un marqueur de bonne santé.
Au contraire, il y avait plus d'autres espèces bactériennes, comme par exemple Gardnerella vaginalis et d'autres espèces. Au niveau du microbiote endométrial, là, eh bien, il y a aussi d'autres bactéries qui sont connues pour être plutôt pathogènes quand elles sont surreprésentées, qui sont présentes, comme l'Enterococcus, l'Escherichia coli, Gardnerella, Streptococcus. Et je voulais faire un focus particulier sur Fusobacterium nucleatum, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu des études qui ont été publiées, qui ont fait pas mal de bruit. C'est surtout une étude japonaise, où ils se sont rendus compte que chez les femmes qui avaient de l'endométriose, eh bien, il y avait une surreprésentation de Fusobacterium nucleatum, donc de cette bactérie au niveau de l'endomètre. C'est-à-dire que la bactérie pénétrait dans l'endomètre. Et dans leur étude, ils ont montré que la colonisation de l'endomètre par cette bactérie faisait que certaines cellules de l'endomètre, les cellules stromales, pouvaient se transformer en cellules plutôt des fibroblastes, ce qui est connu comme étant un mécanisme aussi physiopathologique du développement de l'endométriose. Et après, ils sont regardés dans un modèle murin, et quand ils ont pris des souris qui avaient l'endométriose, ils ont inoculé cette souche bactérienne et se sont rendus compte que pareil, il y en avait une croissance plus importante des lésions d'endométriose. Après, pour le moment, on ne sait pas chez les femmes européennes, on n'a pas encore vraiment d'autres études de cohorte qui ont vraiment validé ça, mais c'est quand même extrêmement prometteur. Alors pour finir, on ne pouvait pas vous laisser partir sans répondre à la question, mais finalement, comment on peut en prendre soin de nos microbiotes? Alors je vais m'intéresser et je vais vous donner quelques tips, conseils pour le microbiote intestinal, puisqu'il est connecté aux autres. Donc déjà, prendre soin de son microbiote intestinal, c'est un début de prendre soin des autres microbiotes aussi. Alors il y a quelques conseils qu'on peut prendre, c'est déjà sur l'alimentation. Le régime méditerranéen reste une référence. C'est l'un des meilleurs régimes. On a de la chance. On sait ce que c'est en France. On le connaît bien. Donc c'est une référence à garder en tête. Ayez une alimentation riche en fruits et légumes. 5 fruits et légumes reste une référence. Suivez-la si vous pouvez. Et j'ajouterais, essayez d'avoir des fruits et légumes différents d'un jour sur l'autre, puisqu'on sait que avoir 25 à 30 fruits et légumes différents dans la semaine favorise un microbiote intestinal riche et divers, qui est un marqueur de bonne santé. Enfin, si vous pouvez consommer des céréales complètes dans les pâtes, le riz ou le pain. Juste le fait de manger des céréales complètes, ça multiplie par 2 l'apport de fibres de ces aliments-là. Essayez d'introduire, de réhabiliter les légumineuses, ces légumes secs qu'on a oubliés, que nos grands-parents utilisaient, les pois chiches, les haricots. Ce sont des sources importantes de fibres et de protéines végétales qui peuvent aussi vous aider à diminuer les protéines animales et donc protéger un peu plus aussi la planète. Donc, prendre soin de son microbiote peut aussi aider à protéger un peu la planète. Et enfin, les aliments fermentés sont très intéressants puisqu'ils sont une source de microbes vivants, mais également parce que ce sont, par définition, des aliments qui sont fermentescibles par des bactéries. Et il faut savoir que dans la fermentation n'est pas complète. Et quand on mange un aliment fermenté, on va apporter des restes de l'aliment à nos bactéries qui sont à l'intérieur. Et donc, la fermentation va continuer par notre bactérie dans notre côlon. Donc, c'est ainsi 4 façons de nourrir son microbiote intestinal et ça commence par là. Mais Claire l'a bien dit et Fabien également, le microbiote, il est connecté à d'autres organes. Il est innervé, il est aussi connecté au système immunitaire. Donc, c'est une approche holistique qu'il faut aussi avoir pour prendre soin de son microbiote. Relaxez-vous. Plus en plus d'études montrent que les gens stressés ont une dégradation de la diversité de leur microbiote. Pratiquer des activités physiques, là aussi, il y a des études qui le montrent. Et enfin, j'étais dans une conférence grand public il y a quelques jours et un médecin prescrivait de la nature. Elle prescrivait de la nature à ses patients. Allez en forêt, baladez-vous, passez dans des parcs. Et je pense que c'est une très bonne prescription, ça coûte pas cher à la sécurité sociale. Ça vous permet de vous exposer à des microbes, puisqu'on vit tous dans des environnements hyper stérilisés. Reprendre contact avec la nature. Et ça vous permet aussi de cocher les autres cases, puisque vous allez vous relaxer. Et pourquoi pas faire un jogging dans cela. Je vous laisse quelques conseils sur l'autre microbiote ou d'autres microbiotes.
Donc, tout ce qui a été dit déjà pour le microbiote intestinal est vrai pour le microbiote vaginal parce qu'il y a une connexion entre ces deux microbiotes. D'ailleurs, pour pour améliorer son microbiote vaginal, maintenant on prend des probiotiques par voie orale parce qu'on sait qu'il y a un passage. Ensuite, au niveau vaginal, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a par exemple le tabac à limiter qui va perturber le microbiote et surtout éviter tout ce qui risque de perturber au niveau vaginal. Donc surtout pas de douche vaginale, essayer de limiter au maximum tout ce qui va être produit très transformé, parfumé, etc. Donc vraiment limiter au maximum l'hygiène avec le moins de produits possible au niveau vaginal. Alors on voulait conclure, donc déjà en disant le fait de prendre soin de son microbiote, le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène va avoir un impact sur la composition du microbiote et sa richesse. Au-delà, avant même de prendre des probiotiques ou autres, on peut avoir un impact. Ensuite, on a des projets de recherche qui sont financés, qui vont, grâce à la Fondation de la recherche à l'endométriose justement, et on a un appel d'offres national, donc le PEPR Santé de la femme, et on a un gros projet donc sur le lien entre endométriose et microbiote qui va bientôt débuter, où justement on va prendre des femmes qui vont être opérées pour une endométriose, et on va regarder la composition et la richesse de leur microbiote à la fois au niveau intestinal, vaginal, endométrial, et nous, notre axe de recherche, c'est d'essayer de faire le lien entre ces bactéries et les symptômes dont souffrent les patientes. Tout à l'heure, on parlait de l'innervation qui pouvait peut-être expliquer pourquoi est-ce que des fois on a des lésions très sévères et puis peu de symptômes. Nous, on se dit, est-ce que si on a certains microbiotes, certaines bactéries, on pourrait avoir peut-être des différences? Est-ce que ça pourrait expliquer certains symptômes? Et après, le but, c'est une fois qu'on aura bien cartographié ça, qu'on aura bien fait les liens, c'est de pouvoir essayer d'arriver sur des thérapeutiques vraiment plus ciblées sur le microbiote. Apporter une souche bactérienne, par exemple, dont on sait qu'elle manque dans l'endométriose. Apporter, par exemple, on a vu que certains métabolites avaient vraiment un impact direct sur l'hôte. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter directement ces métabolites-là qui manquent et avoir un bénéfice sur les symptômes, voire même dans certaines pathologies, ils ont commencé à faire des transplantations fécales. Donc ça, on en est très très loin dans l'endométriose, bien sûr, mais ça peut être des pistes potentielles sur lesquelles on pourrait se pencher. En tout cas, c'est vraiment un domaine de recherche qui me semble extrêmement prometteur.